On ne peut pas en vouloir aux fonctionnaires d'être moins performants qu'aux investisseurs. Les gouvernements, concentrez-vous juste sur votre travail au lieu d'essayer de faire le travail des autres. Si tu veux de l'expertise pour bâtir des logements, bien, fais appel aux bâtisseurs, encourage-les à investir. Et là, le problème, là, c'est qui va payer. Bienvenue à cet épisode de Retour sur l'investissement présenté par le Collège MREX. Je m'appelle Nicolas Ray, je suis président du collège et également professeur en ingénierie financière. Aujourd'hui, je reçois Jean Lessard, investisseur immobilier, policier, investisseur d'impact. On va avoir une discussion vraiment extraordinaire sur plein d'enjeux de société, de politique, de l'investissement d'immobilier d'impact également. Vous allez voir, la conversation part parce qu'on se parlait hors caméra, puis finalement, c'était tellement bon, c'était tellement fluide qu'on s'est juste mis à tourner. Alors, je vous invite à apprécier cette discussion très candide et très intelligente. On ne peut pas en vouloir aux fonctionnaires d'être moins performants qu'aux investisseurs. Mais non, c'est ça. Mais c'est parce que si tu tapes sur le clou des propriétaires systématiquement, puis je parle des propriétaires, mais même pas des petits propriétaires qui s'achètent un bloc pour leur... Je parle des vrais investisseurs, les bâtisseurs, ceux qui vont résoudre la crise du logement. Si tu tapes sur le clou tout le temps sur eux, ils vont moins investir. Ben oui. Puis à ce moment-là, on se prive. Tu sais, le budget du Québec, c'est quoi? C'est 120 milliards par année. Mais le budget des investisseurs en multilogement au Québec, là, c'est certainement bien plus que ça. Je parle de capitaux qui circulent dans le marché. Si tu te prives de ces capitaux-là et de cette passion-là et de cette expertise-là, parce que c'est vous les bâtisseurs, puis je dis vous parce que j'en suis pas moi-même un, c'est vous les bâtisseurs qui avez l'expertise de bâtir des logements qui sont efficaces, qui maximisent le terrain. Et qui vont être imposés au niveau municipal, au niveau scolaire, au niveau impôts corporatifs. Tu sais, comme, mettons, là, moi, mon 17 étages, là, je vais payer bien plus de taxes municipales. Oui, c'est ça. Avec la poubelle qu'il y a là, je vais payer des impôts parce que ça va générer des revenus, tout le kit, tu sais. Oui, mais tu le fais par passion. Puis je suis sûr que tu trouves ça correct puis je ne veux pas te mettre des mots dans la bouche, mais de payer de l'impôt, c'est correct. Il n'y a pas de problème. C'est que l'enjeu, c'est que les politiciens gagnent des points en tapant sur le clou des propriétaires qui sont en réalité, là, les investisseurs, en tout cas, qui sont la clé pour résoudre la crise du logement. On vient taper sur le clou. Puis, tu sais, ultimement, d'aller chercher des nouveaux revenus pour le gouvernement, c'est correct, mais l'idée, c'est que ces nouveaux revenus-là, on les a déjà flobés dans des affaires qui n'ont même pas rapport. Puis les gouvernements, c'est mon opinion personnelle, je trouve déjà qu'ils font mal leur travail. Fait que concentrez-vous juste sur votre travail au lieu d'essayer de faire le travail des autres. Tant qu'à le faire assez mal. Puis si tu veux de l'expertise pour bâtir des logements, bien, fais appel aux bâtisseurs, encourage-les à investir. Puis on en parle assez peu, là, mais la SCHL avec le programme APH, là, qui est probablement la meilleure chose qui est arrivée sur le marché du multilogement dans les dernières années, c'est un excellent exemple de décision politique ou parapolitique qui donne la carotte aux bâtisseurs au lieu de donner le bâton. Exact. Fait qu'on vient dire... je vais te donner des meilleurs prêts, des prêts plus gros, des prêts sécurisés, à condition que tu donnes des logements abordables ou éco-énergétiques et tout ça. Puis ça vient résoudre la crise du logement, la crise environnementale, tout ça. C'est toutes des bonnes clés, mais c'est un excellent exemple d'un programme qui donne la carotte au lieu du bâton. Puis c'est très rare parce que comme en ce moment, les gouvernements, ils se disent, mais les propriétaires font trop d'argent, on va leur en enlever une partie. C'est fou. Bien, c'est ça, c'est fou, parce que toi, tu te dis, bien là, moi, j'ai deux options. T'es-tu en train de tourner ça? Ah, c'est bon. Toi, tu as deux options. Si tu es en train de faire un 40 logements, qui est très compliqué à faire parce que là, tu as les plans, les permis, toutes les embûches au niveau municipal, provincial, fédéral, avec cette nouvelle facture fiscale-là, qui n'est pas une facture différente qu'une facture de matériaux. C'est une facture. Tu le rends dans ton fichier Excel, ça diminue ton rendement. Il faut que tu trouves une façon d'atteindre ton plancher de rendement pour lancer le projet. Exact. Soit tu bâtis ton 40 logements, que ça va te prendre 1 an et demi, 2 ans, ou tu te dis, bien, sur le même terrain, je vais me faire un 8 logements, ça va me prendre 6 mois. Tu sais, un projet de 6 mois qui atteint le même rendement qu'un projet de 12 mois, techniquement, ton rendement est 2 fois supérieur. Exact. Je vais faire un 8 logements au lieu d'un 40, bien là, ça vient encore exacerber la crise du logement, mais toi, au moins, tu atteins ton plafond, pas ton plafond, mais ton plancher de rendement, ou les 4,5 que tu voulais louer 1400, parce que c'est ça que ça coûte à cette heure avec les coûts de construction et tout, mais tu vas dire, bien, je vais louer 1450 parce que j'ai une nouvelle facture à la fin,
Puis moi, pour lancer un projet de 40 logements, je vise, par exemple, 15 de rendement. Puis là, avec la nouvelle facture, j'arrive à 13 fait qu'il faut que je compense ailleurs. Ouais. C'est comme ça que le marché va s'adapter. Puis au final, c'est une décision qui vient empirer la crise du logement. Absolument. Fait que c'est là qu'on donne, dans ce cas-ci, le bâton au lieu de la carotte. C'est un drôle de problème circulaire parce que on agit comme essentiellement des vierges offensées de l'extrême gauche au Québec. Là. C'est comme le narratif qui a pris, on dirait, le plus gros, la plus grosse partie présentement du dialogue québécois. Mais au final, on se tire dans le pied en agissant comme ça. Tu sais, de dire que faire du profit, c'est mal, puis de tirer sur ces investisseurs-là. Parce que, tu sais, ça me fait souvent penser à... Je me rappelle, je sais pas si tu as vu... Tu sais, il y avait l'histoire qui a passé sur les réseaux sociaux des 10 personnes qui achètent une bière au bar. Là, tu sais. Finalement, tu sais, l'analogie de ça, c'est que les personnes qui payent le plus pour les 10 au bar, c'était comme une représentation de la société, bien, c'était des personnes comme surtout 9 puis 10. Ouais. Mais c'est aussi les personnes qui ont le plus de pouvoir de dire OK, là, c'est assez, là, vous nous tapez constamment sur la tête, on ne viendra plus au bar. Ouais. Mais là, le problème, là, c'est qui va payer. Ouais. Puis on doit faire vraiment attention dans, comme tu dis, tu sais, carotte, bâton. Puis oui, il y a des mauvais acteurs en investissement immobilier, comme dans tout. Puis je veux dire, t'es policier, là, tu sais qu'il y a des mauvais acteurs dans la société. Là, tu le vois dans ça arrive. Dans ta journée de travail, là, tu sais. Mais on ne peut pas non plus commencer à traiter une partie de la population qui sont nos propriétaires d'immeubles, nos investisseurs immobiliers, nos constructeurs, comme si c'est tous des mauvais acteurs. Puis là, bon, ben, blanket statement, vous êtes tous des mauvais acteurs, vous êtes tous des sales capitalistes, des salauds. Fait qu'on va tous faire en sorte qu'on va vous limiter, réglementer, punir. Au pire, c'est même pas ces gens-là que vous punissez parce que ces gens-là ont les moyens de dire « Hey, c'est quoi? Moi, j'ai les moyens de dire, savez-vous quoi? Mes 50 immeubles à Sherbrooke, bon, je vais les vendre. Puis, sais-tu quoi, ma maison à Magog, je vais la vendre. Puis, je vais prendre cet argent-là. Puis, sais-tu quoi? Je m'en vais en Floride. Ou je m'en vais au Costa Rica. Puis, je m'en vais ailleurs. Tu sais, comme... Bien, ça existe certainement qu'il y en a qui feraient ça, mais il y en a d'autres qui vont juste faire des projets plus petits, plus simples. Ouais. Ils ne se casseront pas la tête, tu sais, comme... Ils vont ralentir. Jeff ils vont Tremblay dire, qui parle de ces immenses projets à Saint-Jean, sur Richelieu, pour faire des centaines et des centaines et des centaines de logements, quelque chose de beau, quelque chose d'accessible, de mixte. À un moment donné, ces gens-là vont se dire, ben moi, je vais juste faire des projets plus petits. Exact. Je vais faire de l'argent pareil. Puis je ne vais pas prendre tout ce risque-là. Je ne vais pas mettre cette énergie-là pour finalement me faire taper sa tête. Et pourtant, il y a des solutions à ça. On l'a vu. Je pense que c'est-tu la mairesse de Longueuil qui proposait de venir comme assurer des prêts ou en tout cas avoir des prêts à des taux d'intérêt plus avantageux en étant une espèce de caution pour les bâtisseurs en disant, bien, ton 50 logements ou ton 100 logements que tu veux bâtir, au lieu d'avoir un taux d'intérêt à 5,5 tu vas en avoir à 3,5 Mais ce gap-là, il fait toute la différence entre je lance ou je lance pas mon projet parce que peu de gens le savent, mais c'est de savoir, est-ce que je vais devoir injecter 10 millions ou 50 millions en mise de fonds dans mon projet? Puis juste en venant garantir un taux d'intérêt plus bas que sur le marché, bien, moi, ça m'intéresse d'aller investir à Longueuil. Mes valeurs économiques sont vraiment meilleures. Les mises de fonds sont moins élevées. C'est ça, les mises de fonds. L'équité que j'ai à laisser dedans est beaucoup moins élevée. Fait que c'est vraiment des choses que les politiciens sont en mesure de faire, puis à coût qui n'est pas extrême, parce que dans ce cas-là, la ville de Longueuil, ce qu'elle vient faire, je ne me souviens plus si c'était Longueuil de toute façon, mais elle vient juste cautionner un prêt, ultimement un prêt d'un immeuble multilogement parfaitement sécuritaire, parfaitement bâti, qui va t'offrir des dizaines d'années. Il n'y a pas vraiment de risque associé à ça, mais en étant une ville qui cautionne le prêt, la banque, elle peut baisser son profit brut parce qu'il n'y a plus de risque. Exact. Puis en plus, bien, si tu peux bâtir dans des délais qui sont plus raisonnables, bien, tu peux venir faire rouler tes projets. Puis ça, c'est une autre affaire, c'est qu'en ce moment, pour la SCHL, quand tu veux essayer mettons, tu te dis, je vais bâtir un 8 logements, puis quand je vais avoir mon argent, mon refinancement de final, je vais venir en faire un autre, puis un autre. Mais avec la SCHL... Je vais avoir un take-out, tu sais, pour continuer à construire. Exactement, puis je vais rouler la roue comme ça. Puis ça, c'est une façon de faire de l'argent en immobilier qui est parfaitement saine pour tout le monde.
Mais en fait, c'est un win-win. Ben, exactement. Faut pas voir ça comme « Ah, mais il ressort son cash puis il fait du gros profit. » Non. Mais les investisseurs immobiliers réinjectent, la grande majorité, le réinjectent dans d'autres projets, c'est ce qu'on veut. Toujours. C'est à peu près toujours ça qui arrive. Mais là, ce qui se passe, c'est que présentement, tu donnes ton dossier à la SCHL, puis des fois, ça prend 8 mois à sortir, puis des fois, ça prend 10 jours. Mais ça, cette imprévisibilité-là, ça fait que c'est impossible de lancer ton prochain projet tant que tu n'as pas ton argent dans ton compte, parce que sinon, tu peux te mettre dans le trou. Puis ça m'est arrivé à moi. J'avais soumis un dossier en mai. C'était censé être 4 semaines le délai. Finalement, j'ai eu mon argent fin novembre. Puis pourtant, mon dossier était très simple. C'était un refinancement standard, bien facile, puis tout ça. T'es chanceux, c'est pas trop long. Moi, j'ai soumis en juin, puis... Oui, mais je l'ai soumis avant même qu'il annonce J'ai soumis en juin, puis moi, j'ai eu mes déboursés en avril-mai. C'est ça, mais le problème, c'est même pas à quel moment tu as ton déboursé, c'est à quel moment on l'annonce, puis est-ce que ça respecte ce qui était annoncé. Si on dit ça prend 12 semaines, bien, ça prendra 12 semaines, mais moi, on m'avait dit ça va te prendre 4 semaines, puis après 4 semaines, on vérifie finalement, c'est combien de... finalement, c'est 8 semaines. OK, mais là, comment tu as passé de 4 à 8 en 4 semaines? Ça veut dire que tu n'as rien fait pendant un mois, puis là, après 8 semaines, on dit finalement, c'est plus 8, c'est 16. Mais là, c'est parce que moi, j'ai 2 autres projets là, que j'ai investis. Puis quand tu es un investisseur, puis je parle pas du petit propriétaire qui va changer une porte ici et là, mais celui qui met là, 50, 75, 100 000 et plus dans chaque logement pour les rénover pour de vrai. Parce que des fois, c'est ça que le parc immobilier a besoin. Là. Pour avoir une deuxième vie. Celui-là, il faut qu'il soit capable de prévoir son cash flow. Puis des fois, c'est même pas la banque, c'est même pas le gouvernement, c'est même pas... c'est carrément... Est-ce que la SCHL est capable d'avoir des délais qui sont raisonnables, puis aussi de prévoir ces délais-là, puis que nous, on puisse se fier là-dessus? Parce que toi, tu ne peux pas lancer des centaines de projets en même temps. Tu ne sais pas c'est quand tu as ton argent. Exact. Puis tu peux carrément couler en 6 mois. Ça revient à ce que je disais tantôt. Je prenais l'exemple extrême de, on peut s'en aller. On peut s'en aller ailleurs. Mais mettons l'exemple moins extrême, parce qu'on n'a pas envie de s'en aller, parce qu'on aime le Québec, puis je suis fier d'être en parti québécois, puis je veux que mes enfants soient élevés ici. Mais qu'est-ce qu'on fait à la place? On ne construit pas. On s'assoit sur nos terrains. Exact. On est assis dessus pendant ce temps-là. Puis, écoute, juste à Sherbrooke, je connais pas mal tous les développeurs immobiliers à Sherbrooke. Là. D'après moi, juste dans la gang que je connais, là, on a probablement en ce moment 5 à 10 000 logements qui pourraient être construits puis qui ne se construisent pas. Mm-hmm. Parce que, justement, trop de bâtons dans les roues, trop d'imprévisibilité, beaucoup trop de risques. Pourquoi? Parce que comme société, on a décidé de taper sur ce clou-là. T'sais. Exact. Puis c'est des décisions qui ne sont pas très difficiles. Non. Comme, tu sais, la SCHL, je ne sais pas, il y a combien de souscripteurs de prêt. Tu sais, il y en a-tu 20? Mais s'il y en a 20, mais en 30. S'il y en a 100, mais en 150. C'est pas des sommes faramineuses à investir pour être capable de sortir ces dossiers-là puis d'être prévisible. Même chose dans les villes, tu sais, les changements de zonage, la densification de sites, l'acceptation, tu sais, comme... À un moment donné, il faut accélérer ça. Là. Puis là, il y a plein d'investisseurs avec beaucoup de capitaux qui veulent être investis dans le marché, qui sont sensibles à la crise du logement, à la crise climatique, au fait qu'il y a plein de gens qui se trouvent, qui ont de la misère parce qu'ils ont un ou des mauvais historiques de location. Mais il y a beaucoup de gens, dont toi, dont moi et d'autres, qui sont sensibles à cette réalité-là, puis qui veulent bien laisser une chance à ces locataires-là, mais il y a un risque qui vient avec ça. Parce que quand tu loues à quelqu'un qui a quelques dossiers de non-paiement à la régie, c'est pas si pire que ça, mais il y a un risque quand même parce que plusieurs fois dans le passé, cette personne-là, elle n'a pas payé plusieurs mois. Fait que c'est un risque que j'assume personnellement et qui doit être compensé ailleurs aussi. Mais quand on met des bâtons dans les roues ou qu'on invente des nouvelles politiques qui viennent carrément nuire à ça, bien, à un moment donné, tu dis je vais y aller juste un projet à la fois parce que si on change la politique puis que mon modèle d'affaires il est basé là-dessus, bien, je m'écroule, je fais faillite puis je perds ma maison. À un moment donné, le risque il est trop important. C'est fou à quel point que ces enjeux-là... J'imagine juste... Je pense juste à il y a 3-4 ans comme investisseur immobilier, là, on ne pensait pas à ces affaires-là. On n'avait pas besoin d'y penser. Puis, tu sais, je le disais il y a 3-4 ans, l'investissement immobilier devient de plus en plus complexe, de plus en plus sophistiqué. J'en parlais beaucoup d'un point de vue comme mathématique. Tu sais, on est passé de l'ère où, tu sais, l'immobilier, c'était mon oncle Jean-Charles, puis
puis son pote Gaston qui se trade des immeubles avec un prix écrit sur le coin de la table, là, que là, aujourd'hui, on est dans des valeurs économiques, le TGA, taux de rendement interne. Il faut avoir une bonne base mathématique, même, je dirais, une maîtrise de la finance immobilière pour tirer son épingle du jeu. Mais là, on dirait que le niveau de sophistication en investissement immobilier a monté encore d'un cran depuis 2 ans, 3 ans, parce que là, c'est rendu que, comme tu dis, dans les processus de financement, de zonage, tout ça, c'est devenu plus complexe. Mais juste d'un point de vue, comme c'est rendu que dans les discussions de beaucoup, beaucoup d'investisseurs immobiliers, on est rendu dans des discussions que c'est même plus de l'immobilier. On parle de politique, on parle de société, on parle de différents enjeux que l'investisseur immobilier, avant, il n'en parlait pas. Là. Non, c'est ça, effectivement. Il y a énormément, c'est parce qu'il y a un risque social. Avant, tu pouvais passer sous le radar très longtemps en disant moi, j'achète un bloc, je mets tout le monde dehors, je leur loue plus cher, puis je refinance la semaine d'après. Ouais. Puis tu fais faire ça en roulant ta business, puis personne ne s'en souciait. Puis aujourd'hui, c'est un réel problème. Ouais. Puis ça existe encore certainement, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont pris conscience que ça a un gros impact sur la vie des locataires. Puis c'est le fun de faire de l'argent, mais c'est le fun aussi d'avoir un impact positif sur les gens, puis surtout pas un impact négatif. Sauf qu'en même temps, il faut prendre la balle au bon des gens qui veulent avoir un impact positif, puis les aider à avoir cet impact-là. Là où il y a un problème, c'est que les gens, souvent, les politiciens, les citoyens, tout ça, ils n'aiment pas ça quand quelqu'un fait de l'argent dans l'histoire. Ils aiment ça quand personne fait d'argent. Idéalement, par exemple, on a construit un gros immeuble à Sherbrooke, là, le HLM, ou en tout cas, c'était bâti par la ville, c'est ça. Personne ne fait d'argent là-dedans, mais ça coûte trop cher à la société. Peut-être 50 plus cher, peut-être plus. Mais au moins, personne ne fait d'argent là-dedans. Mais ça coûte de l'argent à tout le monde. Ça a pris des années. Oui, mais c'est nos impôts qui payent. Ah, OK. Ça, c'est comme la carte soleil, c'est gratuit. C'est ça, c'est gratuit. Ça a pris des années de plus. Les logements sont sûrement moins beaux que ce qui aurait pu il aurait pu être éclectique, il aurait pu être incroyable. Ils sont sûrement très standards. Mais au moins, personne ne fait d'argent là-dedans. Ce qui est incroyable parce que la ville, je pense, commence à le comprendre avec tes projets en disant bien, quand on donne un peu de place au privé, on a des projets d'envergure, on a des centaines de logements. Puis si on continue à donner de la place, dans quelques années, dans 5 ans, 10 ans, les autres villes vont regarder Sherbrooke en disant mon Dieu, ils ont compris quelque chose qu'on n'a pas compris. Puis nous, pendant ce temps-là, on n'a pas fait grand-chose. Non, c'est ça. Puis, tu sais, moi, je suis quand même encouragé de voir qu'il y a un changement en train de se faire. Tu sais, c'est drôle parce que là, tu nous écoutes, quelqu'un qui nous écoute depuis le début, puis même depuis un petit bout de temps, pourrait dire ah mon Dieu, l'immobilier aujourd'hui. Moi, je suis très encouragé parce que je pense que il y a toujours 2 manières de voir les choses. La manière optimiste et la manière pessimiste. On pourrait être très pessimiste par rapport à tout ce qu'on dit. En même temps, moi, je suis très optimiste parce qu'on en parle. Je pense qu'on a passé l'étape de... on était à une étape avant où que ça existait, personne n'en parlait, le monde se cachait un petit peu. Là, au moins, on en parle, il y a un dialogue, il y a des discussions, il y a de la lumière qui est mise sur ces problématiques-là. Puis là, on sent qu'il y a un changement. Juste moi, tu t'en parlais à Sherbrooke, je le sens. Je le sens aujourd'hui là, que quand je vais voir les élus, quand je vais voir les fonctionnaires, quand je vous parle avec des citoyens, avec des entrepreneurs, avec des locataires, là, il y a une ouverture. Là, il y a comme, OK, là, on comprend. Alors que peut-être, il y a 2-3 ans, il y en a qui ont décidé de me démoniser dans ce que je faisais, alors que j'essayais juste de faire du bien à une communauté, tu sais. Fait que moi, ça m'encourage dans cette optique-là, mais il y a encore beaucoup de travail à faire, mais je pense que ça appartient autant au privé qu'au public. Puis il y a des endroits, malheureusement, ça va être plus le privé qui va devoir comme prendre la balle au bon, comme tu dis. Je pense ici à Sherbrooke, on a un exemple de quelques promoteurs privés qui ont fait comme OK, là, on se réveille. Il y a d'autres villes, tu sais, Victoriaville, je le souligne, je pense que c'est important de le souligner aussi, les politiciens, quand ils font du beau travail. Tu sais, le maire de Victoriaville, là, moi, je trouve ça absolument extraordinaire. La ferveur avec laquelle il est en train de justement avancer. Même chose pour la mairesse de Longueuil. Fait qu'on a des exemples de politiciens qui s'en vont dans la bonne direction. Ici, même à Sherbrooke, on a des politiciens qui commencent justement à vraiment aider et à être dans la bonne direction également. Là.
Mais je pense que le travail doit être fait de concert entre public-privé. Il faut arrêter la guerre de clochers. Ben oui, puis il faut prendre la balle au bon quand elle est là. Tu pourrais être pas à Sherbrooke, tu pourrais être ailleurs. Là, tu es à Sherbrooke, tu investis ici. Prenons la balle au bon pour ça. Puis chaque ville peut avoir la chance d'avoir des investisseurs d'impact, des gens qui veulent faire la différence, mais ça revient à la responsabilité des élus de prendre cette balle-là. Toi, Jean, tu étais investisseur immobilier. Tu as commencé, écoute, tu as quand même fait du chemin. Là. À la base, tu es policier ici à Sherbrooke. Tu as commencé par faire quelques investissements, quelques achats de blocs. Oui. Tu t'es formé chez nous, certificat d'ingénierie financière, la Meurthe. Puis tu as eu une évolution. Qu'est-ce qui t'a amené initialement à l'immobilier? Bien, moi, ça a toujours été l'espèce de marketing, de faire de l'indépendance financière. Ça m'intéressait. Je pense que c'est une belle voie pour ça. Mais au-delà de ça, où j'en suis rendu, c'est que tu peux faire vraiment la différence dans la vie des gens. Puis l'immobilier, tu peux encore très bien acheter un bloc, accepter une perte quelques années, puis ultimement, à un moment donné, tu rentabilises. Pour le petit investisseur, entre guillemets, c'est bien correct. Mais pour ceux qui veulent s'intéresser un petit peu plus à ça, il y a moyen d'avoir un impact très positif dans la vie des gens. En rendant des logements qui étaient insalubres, salubres. Puis ça prend de la formation, ça prend de l'éducation en immobilier parce que sinon, il n'y a aucune façon d'expliquer à un propriétaire qui n'a pas de formation, là, qui va à bonne franquette, pourquoi de mettre 100 000 $ dans ton logement, c'est payant. Fait que ça prend de l'éducation financière, ça prend de la confiance en soi, il faut croire aussi en ce que tu fais. Puis aujourd'hui, ce que ça fait, c'est que tu as le pouvoir de changer les choses. Puis, encore hier, je faisais une visite à une madame qui me disait j'ai pas un bon historique de location, j'ai pas un bon historique de crédit, elle a des créanciers. Puis je me suis mis en partenariat aussi avec un organisme à Sherbrooke pour qu'il me donne des noms de gens qui pourraient chercher des logements. Puis en laissant cette deuxième chance-là, moi, j'ai personnellement le pouvoir de me dire, regarde, le passé, c'est le passé. Toi, tu me dis que tu veux t'améliorer à partir d'aujourd'hui, t'inscrire à l'école, aller trouver un travail. Puis moi, je peux aider cette personne-là à se construire un historique de location. Puis en faisant de l'argent pareil. Fait que pour moi, c'est un investissement. Puis là, on sortira que ce n'est pas un investissement passif pendant tout. C'est très actif. Mais c'est un investissement qui me procure de l'argent. Puis ça c'est le fun, j'aime ça. Mais en plus, je peux aider les gens pour de vrai puis avoir un impact significatif. Puis cette personne-là, cette locataire-là, je pense qu'elle ne me croyait pas, que je disais moi, ton passé, c'est le passé. Là. Puis moi, on va regarder le futur, puis on va t'accompagner là-dedans. Puis moi, c'est pourvu que tu ne détruises pas le logement, tu vis dans tes choses, c'est correct. Je ne m'ingère pas dans la vie des locataires non plus. C'est un très, très beau pouvoir de pouvoir améliorer la vie des gens. Puis ça, je le fais clairement grâce à l'éducation financière que j'ai eue à travers le collège MREX. Sinon, oublie ça, j'aurais jamais la confiance puis la capacité de le faire. Parce qu'après, tu es capable de discuter avec des évaluateurs agréés, avec des banquiers, avec des courtiers, puis de croire à tes projets parce qu'il y a tellement d'embûches, puis il y a tellement de gens qui vont te dire que ton projet n'est pas bon. Mais toi, tu y crois, puis tu le sais que ça marche parce que tu as suivi les cours, puis tu as un bon réseau qui dit, moi, j'ai déjà fait l'équivalent, ça a fonctionné, puis l'autre, il va dire la même chose. Tu dis, mais je fonce de bord, puis tu le fais, puis ça fonctionne. Bien, ça, c'est fantastique. Ça a été quoi le déclic pour toi en investissement immobilier? Quel moment que tu as fait comme, OK, là, je viens de comprendre? Bien, clairement, le certificat en ingénierie financière m'a fait comprendre comment qu'on peut... j'allais dire manipuler, mais c'est pas manipuler rien, mais il reste que c'est de trouver un immeuble. Puis moi, j'ai toujours acheté des immeubles ou presque là, qui étaient sur le marché, qui intéressaient à peu près personne. Tu trouves un immeuble qui que tu arrives à trouver un plan. Puis l'idée, c'est de trouver le bon plan au bon immeuble. Fait qu'il y a des immeubles qu'il faut mettre beaucoup d'argent tout de suite, d'autres que ça va être sur un plus long terme, d'autres qui vont demander un financement privé, d'autres, c'est des financements par les banques traditionnelles. Puis quand tu as la bonne recette pour cet immeuble-là, souvent, il y a quelque chose qui sort de bon après. Puis ce que j'apprécie du collège MREX,
puis d'autres endroits comme Flip Academy que j'avais fait dans le temps, c'est qu'on t'apprend c'est quoi qu'il y a dans ton jeu de cartes. Ça te permet de te promener en ville puis de dire, bien, cet immeuble-là, je ferais ça avec, puis je sortirais gagnant. Puis cet immeuble-là qui est totalement différent, moi, je ferais plus ça comme ça. Puis cet immeuble-là, c'est juste une affaire d'évaluateur agréé que je pense que je suis capable, je pense qu'il est sous-évalué par rapport à son prix réel. L'autre, c'est je l'achète carrément, c'est un mauvais immeuble, mais je l'achète pour le terrain parce que soit le zonage il est bon ou soit le zonage il est mauvais, mais je pense que je peux le changer. Puis, fait on apprend à travailler avec chacune des cartes de ton jeu. Fait qu'après ça, tu peux te promener en ville puis trouver des dizaines puis des dizaines de possibilités d'investissement qui sont très sécuritaires parce que tu connais la game. Puis je pense que ça a été ça la source de mon succès. J'ai fait plusieurs projets dans le passé puis encore aujourd'hui. Puis la plupart ont été très différents un de l'autre. D'acheter des immeubles pour des terrains, de faire un flip de logement, d'ajouter un logement, tout ça. Des projets très différents. Puis j'en suis toujours sorti gagnant jusqu'à date parce que je connaissais la recette pour cet immeuble-là en particulier. Alors, pareil comme des entreprises, toutes les entreprises sont différentes, mais à un moment donné, quand tu es capable de comprendre comment ça marche une business, tu peux acheter bien des sortes d'entreprises puis d'en sortir gagnant. Je pense que c'est là aussi que tu es capable ensuite d'y mettre ta saveur. Puis, tu parlais tantôt d'investissement d'impact. L'investissement d'impact, moi, j'en parle de plus en plus. Je trouve que c'est quelque chose qui n'a pas été assez communiqué, qui est encore pas assez communiqué aujourd'hui, mais de dire que tu peux faire de l'investissement, puis c'est pas obligé dans l'immobilier. Il y a des investisseurs d'impact dans d'autres domaines, mais tu fais de l'investissement, tu fais de l'argent, tu fais des rendements. C'est normal, c'est de l'investissement. S'il n'y en avait pas, ça serait de la philanthropie ou de la charité ou du BS Corpo. Mais tu as un impact positif. Puis moi, ce que j'aime surtout dire aussi, c'est que, en fait, je pense que ça revient à une mentalité. Là, souvent, des gens qui ont fait un peu de travail sur leur développement personnel ou un peu de travail plus spirituel, à un moment donné, tu finis par comprendre que dans ce monde, surtout dans le monde capitaliste, généralement, là, si tu enlèves la perception judéo-chrétienne québécoise, petit Québec, là, que l'argent, c'est mal. Tu sais, comme... Comment il s'appelait le bonhomme là, qui avait l'émission de TV, là, qui était dans Séraphin. Que, dans le fond, être riche, c'est être Séraphin, puis que c'est mal. Mais il y a d'autres manières de regarder ça, puis de dire, t'as peu. Dans un système capitaliste, à la base, comment ça a été conçu, c'est que c'est un échange de valeurs. Tu sais, un système capitaliste existe parce que, moi, je suis un producteur de blé, puis je suis capable de faire du pain. Toi, tu as des poules, l'autre, il y a des vaches. Puis là, finalement, on a chacun quelque chose qui a une valeur. Puis à un moment donné, on se met à échanger. Puis, peut-être que tu as besoin de te construire une maison, mais toi, tu sais juste comment élever des poules. Mais finalement, Joe Blow, lui, il sait comment. Il est bon avec ses mains, il sait comment construire une maison. Mais il n'y a pas de poules, puis il a besoin de manger. C'est ça. Fait que c'est comme. Ça devient, en fait, l'économie est essentiellement à la base un échange de bons procédés puis de valeurs. Puis, pour moi, en tout cas, comment j'ai toujours regardé l'enrichissement, c'est que si moi, comme être humain, je suis capable, comme entrepreneur, whatever, là, si je serais salarié, ce serait la même chose. Si je suis capable de créer de la valeur pour autrui, pas pour moi, mais pour d'autres personnes, à quelque part, il y a un échange qui devient possible. Je peux recapturer une autre valeur. Fait que peut-être, moi, je peux créer de la valeur pour quelqu'un, puis que de l'autre côté, je recapture de la valeur. Des fois, cette valeur-là, elle va être monétaire, elle va être monétisable. Des fois, elle va être peut-être plus énergétique, spirituelle. Exemple, il y a bien des choses qu'on fait en investissement d'impact que tu fais comme moi. Ma paye, c'était une paye humaine, c'était une paye émotive, une paye... je n'ai pas eu de paye plus financièrement, puis c'est bien correct. Mais moi, je suis toujours de l'avis que plus que tu crées de la valeur puis que tu mets ça comme dans l'univers, dans la société... À un moment donné, ça finit par revenir, que ce soit direct ou indirect ou whatever, ou que tu aies une capacité créatrice qui est plus forte. Là. Puis l'investissement d'impact, pour moi, c'est un peu ça. C'est de dire, je crée de la valeur, je crée de l'impact positif, puis je fais des profits à cause de ça. Oui.
Puis même, je fais plus de profit parce que je crée plus d'impact positivement dans la société. Puis ultimement, tu crées de la valeur parce que quelqu'un qui était prêt à payer cette somme-là, puis qui ne trouvait pas une façon de le faire, puis il se dit, hey, là, finalement, Nicolas, il a fait un produit que c'est exactement ce que je cherchais, puis je le veux. Fait que tu crées de la valeur, mais tu donnes des opportunités aussi à d'autres qui n'ont pas vu ou ils ne savent pas comment créer cette valeur-là. Puis tant mieux pour tout le monde parce que la journée que tu vends un immeuble plus cher que ce qui t'a coûté, bien, il y a quelqu'un qui est content parce qu'il cherchait un immeuble à acheter puis qui n'en trouvait pas de son goût. Puis là, il en a trouvé un. Fait que c'est bon, là, c'est super bon. Puis en ce moment, on crée de la valeur parce que, bien, tu sais, on en a parlé tantôt, mais puis je parle de mon projet, mon dernier projet. Je crée de la valeur parce que je loue à des locataires qui ont de la misère à louer autrement. Je crée de la valeur parce que j'ai enlevé 22 000 $ de mazout par année quand on chauffe à l'électricité. Je crée de la valeur parce que j'ai fait des beaux logements alors que c'était des taudis puis un lieu de trafic puis que là, je suis capable de louer à des familles. Puis que là, l'immeuble va, va durer dans le temps parce que tu viens de donner une deuxième vie. Exactement. C'est des trafiquants puis là, finalement, c'est des familles qui habitent là. Mais c'est positif pour la société. Puis là, après ça, j'espère que je fais de l'argent. Je ne suis même pas sûr d'en faire, mais j'espère que je vais en faire parce que ça serait normal, mais ça. Il me semble, parce que tout ça, ça m'a amené du risque, ça m'a amené une coupe de nuit blanche parce qu'à un moment donné, tu as des taux d'intérêt. Tu as mis ton argent à risque aussi. C'est ça, tu as mis du temps. Fait que tant mieux si je fais de l'argent parce que j'ai créé beaucoup de valeur pour beaucoup de gens, incluant pour l'environnement et tout ça. Absolument. Fait que oui, tu sais, le capitalisme, c'est pas parfait, mais ça marche quand même bien. Oui. C'est quoi, si tu peux retourner comme 5 ans en arrière ou 10 ans en arrière, sachant ce que tu sais aujourd'hui, l'expérience que tu as eue, la formation et tout, ce serait quoi le conseil que tu donnerais à Jean, le Jean de 2015, mettons? Oui, bien, c'est clairement de s'éduquer plus tôt. Parce qu'en fait, on ne peut pas savoir ce qu'on manque tant qu'on ne le sait pas. On se dit, je vais apprendre sur le terrain. C'est cool, là, c'est une bonne façon d'apprendre et tout, là, c'est pas mauvais, mais en même temps, tu ne sais pas tout ce que tu manques. Puis si j'avais su, c'est sûr que je l'aurais fait plus tôt, ça c'est très clair. Plus tu en apprends, plus tu te dis, mon Dieu, j'ai raté cette opportunité-là, j'ai raté ça. Tu vois comme un nouveau monde. C'est ça, puis en même temps, il ne faut pas regretter le passé parce que tout le monde passe par là à un moment donné. Mais clairement, c'est de s'éduquer pour... ça me fait rire parce que ça me fait penser, il parlait du taux d'inclusion du gain en capital récemment, puis là, les gens disaient, mais moi, j'ai acheté un bloc il y a 30 ans, puis avoir su, j'aurais pas acheté une... Ben oui, avoir su que tu aurais pris qu'il y a eu les prises de valeur que là, tu aurais acheté encore plus d'immobilier. C'est ça la réalité. On ne connaît pas le futur, mais clairement, si j'avais à regarder dans le passé, je m'éduquerais plus tôt. Ça, c'est sûr. C'est clairement la clé du succès. C'est clairement une façon d'avoir plus de succès. Puis si tu n'as pas plus de succès, ben, c'est une façon, en tout cas, d'avoir moins de risques. Fait que, d'avoir en réalité plus de succès quand même. C'est clair. Jean, ça a été une extraordinaire conversation. Merci beaucoup d'avoir été là avec nous autres aujourd'hui. Puis bonne fête. Merci. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres pour cet épisode. J'espère que vous avez apprécié. J'espère que ces entrevues vous aident dans votre propre carrière d'investisseur immobilier. Puis, si jamais vous avez le goût d'en savoir plus, vous pouvez aller sur le site du collège, www.mrex.co. On a plusieurs certificats qui peuvent vous aider justement dans votre avancement. On a également le programme de la Meurthe Multilogement. Donc, on vous invite à être des nôtres prochainement en espérant vous voir bientôt au collège.